Salut les coureurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque je vais revenir avec Simon, mon caméraman et coureur aguerri sur le marathon d'Amiens. Donc l'objectif c'est qu'il va me poser une multitude de questions afin vraiment de revenir sur ma course en détail. Et je vous délivrerai également ma saison 2025. Donc restez connectés, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce serait vraiment un moyen de me soutenir. Donc selon où vous écoutez le podcast, il sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. D'ici là, gardez la forme, entraînez-vous bien. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque c'est la première fois déjà que je vais revenir en détail sur une course avec un invité. Donc ici, j'ai Simon qui a été mon caméraman durant tout le marathon, donc je le remercie encore. La vidéo est en cours de montage, hein, elle sera normalement disponible milieu de semaine prochaine, je pense. Ah, donc à l'heure où je vous parle, j'enregistre le podcast, on est le 24 octobre. Salut Simon, merci d'être venu. Yes, salut à tous. Merci Enzo pour l'invitation et content de pouvoir partager ce retour d'expérience sur ce marathon d'Amiens avec toi et avec tout le monde. Exactement, là tu l'as très bien dit, hein, l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de revenir en détail et de profiter de ton expérience, parce que je dois le rappeler que tu es un excellent coureur aussi, d'expérience aussi sur des longues distances, notamment en trail. Donc je pense qu'avec ton œil de sportif, de coureur, de trailer, tu vas pouvoir m'apporter aussi une vision intéressante dans les leviers d'amélioration. Et moi, je suis vraiment friand de tout ça pour pouvoir revenir plus fort. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast. Bah écoute, là, ce que je te propose, ça va être un question-réponse structuré. Donc on va revenir un petit peu brièvement sur ma préparation. Voilà, si tu as des questions à me poser sur la préparation, voilà, sens-toi vraiment libre hein, de poser toutes les questions que tu souhaites en gardant le fil conducteur du podcast évidemment, hein, mais l'idée c'est vraiment de venir décortiquer euh, tous les points qui se sont très bien passés et d'autres qui se sont mal passés. Donc dans un premier temps, la préparation, ensuite on peut revenir un petit peu sur tout ce qui est équipement, gestion de la nutrition, gestion de la récupération. Ensuite on va parler de la course en elle-même, comment ça s'est passé, quelle stratégie j'ai mis en place, quel type de ravitaillement, comment j'ai abordé la course mentalement, important. Et puis on fera ensuite une petite conclusion où je vous présenterai un petit peu, tu pourras me questionner aussi dessus, je vous présenterai ma prochaine saison, donc la saison 2025, savoir quels sont les choix que j'ai faits et où vous allez pouvoir me retrouver. Voilà, voilà, bah écoute, je te laisse la parole Simon, et puis on va débuter tranquillement le podcast. Top, top, c'est parti. Du coup, on va revenir sur ce marathon et pour introduire un peu le sujet, j'aimerais que tu nous parles globalement les grandes lignes de ta préparation. Après, tu peux rentrer en détail sur un peu les périodes et les phases clés qui t'ont permis de te préparer au mieux. Mais comme ça, de but en blanc, quel a été, toi, ton fil conducteur sur ta préparation sur ce marathon d'Amiens? Mhm. Alors avant de présenter la préparation en elle-même, je pense qu'il est important de rappeler le contexte. Donc moi j'ai décidé d'effectuer une période, une saison un peu hybride, puisque j'ai fait du trail d'avril jusqu'à fin juin, début juillet. Voilà. Avant ça, j'avais fait de la course sur route, où j'avais fait du semi-marathon, du 10 km. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ce choix-là déjà? Parce que bah, je sortais d'un gros cycle de route et c'était pour un peu casser la monotonie. Et c'était aussi pour travailler les capacités musculaires et les capacités de ravitaillement en trail. Pour faire une transition sur le marathon, parce que je me suis rendu compte de plus en plus qu'en fait, selon moi, hein, on va en parler justement, mais selon moi, le trail est un excellent moyen d'effectuer ce qu'on appelle une préparation générale pour un marathon.
Donc, c'est-à-dire faire de la caisse, travailler sa base aérobie et travailler fort musculairement. Donc, à la fin de cette saison trail, j'ai conclu par un trail de 60 km pour 3600 mètres de dénivelé positif. C'était risqué puisque l'idée c'était de terminer ce trail, de récupérer 3 4 jours et d'enchaîner directement sur la prépa marathon. Donc ça, c'était un petit doute que j'ai eu, mais étonnamment, ça s'est très très bien passé. C'était un parti pris pour moi de ne pas trop perdre de temps puisqu'il me restait entre 8 et 10 semaines de prépa. Donc j'ai allégé puisque j'ai eu la chance de très très bien récupérer de ce trail. J'ai dû couper que 2 jours euh, après le 60 et j'avais déjà plus de courbatures et plus rien au troisième jour. Donc j'ai fait des footings et il me semble que j'ai attaqué la semaine d'après. Voilà. Ensuite, donc j'ai commencé cette préparation spécifique marathon, hein, donc après une longue préparation générale trail, et du coup elle était organisée de la manière suivante, c'est-à-dire des semaines pour la plus petite 92 km, pour la plus grosse 156 km exactement. L'idée c'était d'être très très spécifique en ajoutant à peu près 15 à 20% de qualité à l'allure marathon. J'ai pris le parti pris depuis maintenant 2 ans de ne quasiment plus faire de VMA, c'est-à-dire que ma VMA n'a plus bougé en 2 ans et demi. Pourtant, j'ai retranché plus de 2 minutes 30 sur mon 10 km, plus de 1 minute sur mon 5, et j'ai mis, je crois, 3 ou 4 minutes à mon semi, sans bouger ma VMA. Donc l'idée, c'était de augmenter mon indice d'économie de course, mon indice d'endurance, réduire mon coût énergétique à une allure cible et être capable de courir sur des jambes très fatiguées. Voilà pourquoi aussi j'ai choisi de faire le trail. Donc très peu de VMA, beaucoup d'allures spécifiques, pas mal d'allures semi également. Voilà. J'ai pas été plus vite que mon allure d'IK pendant la prépa. J'ai fait quand même des intervalles. Et donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, donc je le disais, c'est 80% de footing très très cool, compris entre 10 et 20 km. Ensuite, des séances clés d'allure marathon, type des 2000, des 3000, des 4000, des 5000. Je suis allé jusqu'à des 15 km tempo continu à l'allure marathon. Ensuite, j'ai fait, ça c'est un peu ma marque de fabrique, j'ai fait à peu près tous les 15 jours une très longue séance d'intervalle court couru en contrôle. Je me souviens d'un 30 fois 2 minutes couru à l'allure 15K à peu près sur tapis de course. Ensuite, j'ai fait un 30 fois 400 mètres aussi, que j'ai couru un tout petit peu plus lent que mon allure 10 km. Ça, j'aime bien. Faire de longs intervalles, c'est un peu inspiré de la méthode norvégienne, faire de très longs. Beaucoup de volume en fait sur des intervalles très courts, pas trop vite. Et le cas particulier aussi, musculation en force, une fois par semaine, avec un enchaînement immédiat, instantané sur une allure marathon. Donc, c'est-à-dire que je faisais 1h30 de force, et une fois que la fibre était vraiment cassée, je partais tout de suite sur de l'allure marathon. Donc voilà, et ensuite évidemment les sorties longues. Donc voilà un petit peu comment ça s'est découpé. Et ensuite, j'ai opté pour un schéma assez classique, c'est-à-dire que ma plus grosse semaine s'est effectuée à 3 semaines du marathon. Et ensuite, j'ai fait un affûtage linéaire, progressive, où j'ai réduit la charge de 30 à un peu plus de 50% sur la dernière semaine du marathon. Et ce que je n'ai pas dit, je pense qu'on va en parler, juste après ma plus grosse semaine, je suis tombé malade dans la phase d'affûtage, j'ai chopé le Covid, qui m'a affaibli et apporté des troubles respiratoires. Et donc, j'ai quand même fait une super prépa, puisqu'en gros, j'ai loupé sur toute la préparation, j'ai loupé 2 footings. Sinon, j'ai tout fait de A à Z, j'ai tout rentré dans les allures. Donc voilà, concernant la préparation, je pense qu'avec tout ça, tu as peut-être des questions du coup à me poser. Ouais, ouais, pas mal de questions, c'est assez riche et ça amène un peu à réfléchir sur quel angle d'entraînement on aime attaquer nos préparations. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui est propre à chaque coach. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce domaine. Et moi, justement, il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce que tu as dit, c'est la relation complémentaire qu'il peut y avoir entre le trail et la route. Ça, on pourra en revenir sur un autre podcast et un autre sujet parce qu'on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que c'est quelque chose
de super intéressant et pour moi, en fait, il faut arrêter de dissocier les 2 et la route permet de progresser en trail et faire des prépa trail te permettent aussi de développer des compétences qui vont te permettre d'augmenter tes temps sur route et ça, c'est top. Heu, Ensuite, moi, il y a une question que je me pose, est-ce que, à l'avenir, est-ce que c'est un regret ou est-ce qu'à l'avenir sur une prochaine prépa marathon, tu aimerais, caler par exemple un semi-marathon, dans ta prépa pour pouvoir un peu échelonner et valider des temps, des chronos? Ou pour toi c'est pas forcément essentiel de passer là-dessus ou, enfin qu'est-ce que tu en C'est une penses? très très bonne question et ça fait partie des points d'amélioration. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Bah, tout simplement parce que j'étais en plein dans la prépa trail, Mmh mh. donc je l'ai pas fait avant et j'ai pas trouvé de compétition pendant ces 10 semaines. Mais sinon, oui, évidemment, je trouve que c'est très important et surtout pour moi, on va en parler, d'avoir un dossard parce que, qu'on le veuille ou non, ça apporte quand même une petite pression qui joue chez moi extrêmement fort sur, on va en parler aussi, sur l'assimilation des glucides à l'effort. Donc effectivement, lors de ma prochaine prépa, déjà, elle sera plus longue, déjà, Mmh. plus longue et plus spécifique. Donc c'est-à-dire que la prépa spécifique sera plus longue, je pense environ 16 semaines plus progressive et il y aura plus de sorties longues au-dessus des 30 kilomètres. Il n'y en a pas eu beaucoup, bon ça je devance un peu mais on en parlera après. Par contre oui, pour le semi-marathon, tout à fait d'accord. Moi je l'aurais placé en fait, enfin ma prochaine prépa, je vais le placer à 3 semaines avant. Sauf que je vais arriver sur le semi avec 10 bornes dans les jambes, ce qui va me faire une séance à 31. Et je vais respecter mon plan de ravitaillement à la lettre et être un tout petit peu plus rapide, 2, 3, 4 secondes max que mon allure marathon sur le semi. Et je vais tester mon ravitaillement effectivement dans des conditions de compétition. Ouais, ça peut être intéressant sur, gestion des allures, du matos, gestion du stress et cetera Ouais, et carrément. du coup, toi, si tu fais un feedback sur ta prépa, est-ce que, on va dire hormis le fait de ne pas avoir pu caler, de courses préparatoires, du fait du manque de temps, est-ce qu'il y a quelque chose que demain tu aimerais changer? Tu l'as dit, peut-être rajouter un peu plus de sorties longues? Est-ce que sinon ton travail spécifique, sur ton travail d'allure, voilà, tu dis que tu as pas énormément bossé en VMA, depuis. Est-ce que, dans le futur, tu aimerais, potentiellement, changer quelque chose, à ta préparation? Ou pour toi, là, ce que tu as fait, c'est déjà une préparation qui est cohérente par rapport à toi, tes besoins, hem et quelque chose que tu pourrais reproduire, par la suite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation, j'en suis vraiment très très fier, puisque je crois que c'est la première fois depuis que je cours que je fais une si belle préparation avec zéro accro, zéro pépin, zéro douleur, un volume très très haut, sans ressentir trop de fatigue, en fait, mis à part après quand j'ai chopé le Covid. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, je pense qu'il n'y a aucune préparation parfaite, ça c'est clair. La première chose, c'est que je pense que je ne tenterai plus un enchaînement aussi près enfin, entre le trail et le marathon. Mmh. Voilà, même si c'était bien, je regrette pas. C'était un petit risque. Après, je le savais, j'avais envie de me faire plaisir, donc je l'ai fait. Par contre, la préparation, elle était du coup un petit peu courte, vu elle a fait que 10 semaines, je pense que c'est un petit peu court. Mais j'avais quand même, donc ça pose question, parce que j'avais quand même une excellente base aérobie et je jugeais qu'il était juste nécessaire de faire du spécifique. Après, si j'avais voulu vraiment pousser tous les curseurs, j'aurais refait effectivement, comme je vais le faire là d'ailleurs, un gros cycle VMA d'environ 12 semaines Mmh. avant d'entamer la prépa spécifique marathon. Ça, c'est une chose. Donc, je pense que pour la prochaine, il y aura un cycle VMA vraiment bien poussé avant, avec un 5, un 10 bornes Mmh. où je valide un chrono. Il y aura effectivement un semi-marathon en répétition générale. Elle sera plus longue, elle sera, comme j'ai dit, 16 semaines environ. Il y aura plus de sorties, il y aura au moins 10 sorties supérieures à 30 kilomètres. OK. Ça c'est sûr. Et ensuite, peut-être même si je peux, parce que je me suis habitué, peut-être je passerai à 2 séances de musculation en force. Et je ferai un petit peu moins si je le peux, parce que j'en parlerai, mais j'ai fait beaucoup de tapis, parce que chez moi, c'est pas évident du tout de s'entraîner sur route, parce que ça monte dans tous les sens, ou sinon, faut prendre
la voiture pendant 20 minutes pour avoir une piste cyclable. Donc là, je suis en négociation pour accéder à une piste d'athlétisme qui est à 10 minutes de chez moi. Donc il y aura moins de tapis. Sur du Mhm. spécifique, je ferai quasiment tous mes spécifiques dans des conditions extérieures. Ensuite, j'ajouterai volontairement un petit peu de difficulté parfois, ce que je n'ai pas fait, on va en parler, c'est-à-dire pas de vent, il n'y avait jamais de vent, c'était toujours plat, c'était toujours contrôlé toujours forcément, j'étais sur tapis ou alors sur piste cyclable plate. Et on l'a vu à Amiens, pluie, vent, flaque d'eau, quelques bosses quand même, c'est Mhm. pas la même. Donc je validerai mon allure marathon dans toutes les conditions, avec du vent, avec un terrain des fois pas trop linéaire, on va dire. Ça, c'est ce que je ferai. Parce que je me dis, tiens, si je le tiens sur des conditions un peu plus difficiles, bah, je pourrais aller que plus vite ou être plus économe sur du plat. Donc ça, je pense que c'était peut-être une erreur avec du recul de vouloir toujours être sur un billard, parce que bah, le jour J, j'ai pas été, bon, surtout à cause des conditions. Voilà, parce que j'ai validé les 3,47 à chaque fois sans aucun problème en totale aisance. Et le jour J, bah, je termine à 4 minutes de moyenne, donc c'est qu'il y a un problème, clairement. Donc je pense que j'avais pas récupéré, certes, mais il y a aussi que j'avais pas pris en compte que le parcours et les conditions pouvaient tourner dans la balance. Donc voilà ce que j'améliorerais. Mhm. Pour faire simple, un cycle VMA, une préparation plus longue, plus de sorties longues, un peu plus de musculation et une approche nutritionnelle un peu différente. Top. Je sais pas si c'est un point que tu comptais aborder maintenant, mais on sait que la prépa marathon, c'est quand même une prépa qui est assez fatigante, tant physiquement que mentalement. Forcément, ça induit pas mal de séances spécifiques sur des seuils qui sont un peu fatigants pour le corps. Ça nécessite forcément quand même un volume d'entraînement assez conséquent. Toi, comment tu as géré justement cet aspect fatigue euh, qui plus est avec le pépin que tu as eu, le pépin de santé que tu as eu avec le Covid. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile à gérer cette gestion de la fatigue et qu'est-ce que du coup tu peux préconiser pour optimiser la récupération sur une vision 360 dans la vie de tous les jours, quoi. Ah là, je pense que tu mets le doigt sur. C'est pour ça que je voulais vraiment en parler à part. Mais en fait, la préparation, j'en suis content. L'équipement, j'en suis content. La nutrition, j'en suis content. Enfin, tout ce qui touche à la course, je changerais presque rien. Mais même s'il y a toujours des détails, ça c'est clair. Par contre, la charge mentale pendant la préparation a été énorme. J'ai perdu mon meilleur ami dans des circonstances dramatiques très jeune. J'ai eu des gros soucis familiaux. J'ai chopé le Covid et j'ai eu une période à cause de problèmes familiaux qui m'ont empêché d'avoir un sommeil réparateur pendant plus de 3 semaines. Mais j'ai quand même continué à enchaîner les séances. Est-ce une erreur? On le saura pas vraiment, mais je pense que oui. Donc 80% de mon échec se situe pour moi dans la gestion, ça a toujours été d'ailleurs, dans la gestion de la charge mentale au quotidien. Donc ça, bah, malheureusement, on n'est pas professionnel. Les problèmes, il faut bien y faire face. Donc, mis à part prendre les choses avec plus de légèreté, moins se prendre la tête sur l'aspect course, euh, je pense que ça, c'est quand même vachement important pour la suite. Moins me prendre la tête, plus m'écouter et accepter que je suis pas professionnel et que je peux pas gérer tous les facteurs externes qui arrivent dans ma vie. Mhm. Donc oui, ça a été très très compliqué à gérer et en plus de ça, je me chope le Covid derrière, donc ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, clairement. Après, bah, une grosse déception parce que j'étais quand même très 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 en forme avant d'attraper le Covid. Je reste persuadé que j'aurais pu courir dans un pas Amiens, ça c'est une certitude, mais dans un marathon avec de la densité vraiment performant, je pense que j'aurais pu m'approcher des 2h40. Mais bon, j'ai le temps, c'est que le premier, donc il n'y a pas de problème. Et dans tous les cas, avec l'état de fatigue dans lequel j'étais, j'aurais peut-être fait de 46, de 47, de 45, mais pas mieux que ça c'est clair. Donc pas beaucoup de regrets par rapport à la course en tout cas, mais plus de regrets par rapport à la préparation au niveau de la charge mentale, quoi. Ouais, c'est clair que
Moi, comme je te l'ai dit, hein, t'as fait vraiment une belle course. C'est le process de progression qui est comme ça, hein, entre tes petits pépins physiques, entre une météo qui était désastreuse, entre une course où forcément il n'y avait pas beaucoup de densité. Forcément, on est vite amené à être plus en difficulté que sur certaines courses. Mais tu peux sortir la tête haute parce que aussi ce qu'on peut en retirer, c'est un gros travail de mental aussi et de connaissance de soi. Et ça, c'est top, Ouais, c'est top clair, pour la suite. c'est Je clair. sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou sinon on peut enchaîner sur la gestion de ton équipement et de ta nutrition pendant la course. Non, je pense qu'on a vraiment fait le point là-dessus, hein, une charge mentale trop importante. Et ce qu'on peut quand même parler, c'est aussi, bon, que ça revient un peu à la même chose, mais la pression que j'ai ressentie avant la course, qui était vraiment trop forte. En fait, j'étais à domicile, il y avait ma famille, je pensais pouvoir jouer vraiment tout devant, espérer un podium. Donc, je me suis mis trop de pression et mon estomac s'est bloqué, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que 3 jours avant, j'arrivais même pas à terminer mes assiettes complètement. Parce que, Mm. alors que normal, ça m'arrive jamais, hein, je suis un très gros mangeur, je mange dans n'importe quelle condition. Je peux manger une assiette énorme et aller courir 30 secondes après, j'ai rien. Donc tout est mental. Donc j'ai des crises de diarrhée et j'ai des problèmes de digestion à chaque fois avant chacune des courses que j'ai fait dans ma vie. Donc pourtant je me sens pas si stressé que ça en fait des fois, mais j'ai quand même ces problèmes de ventre. Donc ça c'est un très gros souci que j'arrive pas à gérer pour l'instant. Donc je pense que j'irai voir un spécialiste pour ça, peut-être faire de la préparation mentale ou ouais, faut trouver la solution. Parce que du coup, hors entraînement, admettons, je vais avaler 6 7 gels par séance, par sortie longue. Et sur une course, j'en avale deux, j'ai envie de vomir, quoi. Donc voilà le problème. Mm. Alors que ça fait 8 mois que je teste les mêmes produits, le même goût, à la même allure. Donc tout est mental. Ouais, ouais, bah on sait que la gestion du stress, c'est un facteur clé et c'est un facteur limitant de la performance. Là-dessus, il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est vraiment un travail sur soi, potentiellement se faire accompagner par un spécialiste. Et c'est clair que la gestion des émotions influe énormément sur sa performance, sur ses sensations. Et moi qui suis bien plus trader, je trouve que la gestion du stress est d'autant plus importante sur les courses de route parce que c'est une pratique qui fait que, après, c'est simplement mon avis, qu'on est un peu plus orienté sur le chrono, sur des allures à tenir, etc. On est un peu moins en liberté et effectivement la gestion du stress a un impact énorme Ouais. sur sa forme le jour J. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais réussi à faire une course pleine. C'est-à-dire que j'ai toujours senti ce petit influx nerveux qui est venu me pomper un peu l'énergie, la forme. Et j'ai jamais réussi à... Bon, pas de grand-chose, à chaque fois je progresse et tout, mais je sens que je suis... Ah, il y a toujours un petit goût amer à la fin des courses. Ça, c'est aussi un point qu'on va aborder, c'est-à-dire que je suis très exigeant avec moi-même. Je me mets toujours des objectifs qui sont la perfection de ce que je peux faire dans les meilleures conditions. Donc très souvent, bah, il y a quelques minutes, quelques secondes en trop sur mes objectifs. Donc je pense qu'aussi à l'avenir, je l'ai pas dit, mais le prochain marathon pour moi, ce sera juste courir sous les 2h50 dans ma tête. Ouais, Et c'est ça, ça. je pourrais être que content, en fait. Là, j'ai fait 2h50 dans les pires conditions possibles, clairement. Donc je pense que si je refais un marathon, ne serait-ce qu'avec la même préparation, mais sans ce niveau de stress, je serais quasiment certain de descendre en dessous et je serais content au moins. Je vais pas me fixer un énorme gap comme je le fais à chaque fois. Donc ça, j'ai oublié de le dire, mais je pense que pour mes prochaines courses, je vais me mettre la barre moins haut, même si Mm. c'était un peu ma marque de fabrique et je pense que ça m'a aidé quelque part, mais ça met trop de pression. C'est clair. Donc voilà. Moi, en fait, si j'atteignais mon objectif, c'était vraiment le Graal, j'étais vraiment dans une forme transcendante, puisque c'était peut-être pas forcément surestimé, puisque je savais à l'entraînement que j'étais capable de le faire, mais c'était à chaque fois, fallait que tout marche à la perfection, quoi.
Mmh mh. Donc je me mettrais des objectifs moins ambitieux, comme ça j'aurai moins de pression avant les départs. Ouais, c'est clair. Je pense que l'indulgence avec soi-même, c'est hyper important. Savoir accepter le fait que le process, il peut être long et que c'est étape par étape. Et effectivement, je pense que partir du postulat où si tu fais mieux que ton ancien temps, c'est une Ouais, voilà, ouais. progression, c'est déjà top. Et je pense qu'il faut aussi vraiment se mettre dans un mood où tu cours pour toi, en fait. Tu cours vraiment pour toi, pour ta satisfaction personnelle. Et il faut aussi un peu se détacher de je cours pour les autres, je cours pour Ouais, un temps, je cours pour une place. Il faut vraiment réussir, mais c'est très, très, très compliqué. Et il y a un athlète, un ancien athlète de trail qui est maintenant aventurier, Stéphane Brognard, qui est préparateur mental et coach, qui est hyper, hyper intéressant sur ce sujet. C'est vraiment réussir à s'enfermer sur soi-même, sur ses propres sensations, écouter que son corps, son envie. Et pour moi, c'est la manière la plus simple de réussir ses objectifs. Et il faut vraiment réussir à se retirer de la pression extérieure, du regard des gens, de la pression du chrono et du classement. Et je pense que tout ça, c'est que des facteurs qui peuvent limitants dans la performance, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais le marathon m'a prouvé que ouais, vraiment un gros levier d'amélioration, mais qui est dur à améliorer puisque ça touche pas vraiment l'entraînement en lui-même, donc c'est un peu dur à améliorer, et surtout quand c'est ancré depuis des années. Mais il y a moyen, je pense, de travailler dessus. Mais justement, si on rebondit sur ta gestion du stress avant la course, euh, est-ce que, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Voilà, si on te dit, OK, dans 6 mois, tu as ton marathon, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais mettre en place pour essayer de t'alléger justement cette charge mentale? Est-ce que tu ferais des choses différentes de ce que tu as effectué il y a 15 jours sur ton marathon? Est-ce que tu as quelques pistes d'investigation ou est-ce que tu n'as pas encore eu le temps vraiment de plancher là-dessus? Ouais, si, si, j'ai déjà pas mal réfléchi. Euh, Peut-être un peu moins me prendre la tête globalement, en fait, tout simplement. Donc, hein, me mettre des objectifs moins ambitieux, moins me projeter sur la course de manière plus négative, hein. C'est-à-dire que je me postais toujours, enfin, négative ou positive, je ne sais pas, mais j'ai visualisé peut-être trop la course tout le temps, Mhm. jusqu'à 3 semaines avant. Je me suis refait la course sans arrêt. On sait jamais comment ça va être le jour J. Donc prendre beaucoup plus de recul par rapport à ça, se mettre un objectif beaucoup moins haut, y aller vraiment pour prendre du plaisir, ne pas oublier que c'est vraiment pour le plaisir que j'y vais, ne pas faire attention au regard des autres, ne pas trop annoncer de choses aussi sur les réseaux, pas trop faire de projets en même temps, même si c'est compliqué puisque je documente tout ce que je fais, mais avoir plus de recul par rapport à ça, être te mettre moins de charge mentale professionnelle aussi à côté, qui est Mhm. directement lié à la course forcément. Donc ouais, se détacher de la course, peut-être faire d'autres activités, arrêter d'y penser, et aussi bah, peut-être faire appel à un préparateur mental qui va me donner les clés pour vaincre cette pression, peut-être me mettre aussi dans la méditation, dans la sophrologie, toutes ces choses-là, pour être capable vraiment d'évacuer complètement le stress avant la course. Carrément. Voilà, voilà, je pense que ce que je ferais. Ouais, top. Ouais, je te rejoins sur sophrologie, méditation, exercice de respiration. Je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration et d'investigation qui peut être intéressant. Et je te rejoins sur le fait que la visualisation, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment le maîtriser parce qu'on peut vite arriver dans la dérive Ouais, où c'est trop ça. visualiser et trop se mettre dans la course trop tôt. Ouais. C'est pas bon non plus. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense que se faire accompagner par un professionnel sur le sujet, c'est la meilleure chose à faire. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est un sujet qui est pas, on va pas dire tabou, pas à ce point-là, mais je pense que c'est un axe d'amélioration qui est pas encore assez pris au Non. sérieux par les Ouais. sportifs. Et quand je dis les sportifs, pour moi, le but, bah, comme dit Stéphane Brognard, c'est d'être le champion de son monde, en fait. Pour moi, il n'y a pas forcément que les athlètes de haut niveau qui méritent de se faire accompagner sur de la Non. préparation mentale. Et peu importe l'athlète, peu importe son niveau, peu importe ses objectifs, le but, c'est Non, juste c'est d'être clair. d'être fier de soi-même et C'est d'atteindre clair. ses objectifs. Et pour moi, peu importe le niveau,
il y a un gros travail qui peut être fait grâce à la prépa mentale, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Top. Du coup, si tu veux, on peut revenir sur la gestion de ton équipement pendant la course Ouais. et que tu reviennes plus en détail sur ton protocole de nutrition. Tu peux peut-être parler des quelques jours avant la course Mhm. et ensuite sur la nutrition pendant la course. Alors, au niveau du protocole de nutrition, pareil, je pense que j'ai vraiment fait les choses bien. Je ne changerai pas grand-chose, en tout cas avant la course, ça c'est clair. Donc, j'ai juste réduit les fibres, donc tout ce qui est crudité, fruits frais, tout ce qui est susceptible de me donner mal au ventre, je l'ai enlevé. Mhm. Et ensuite, j'ai accentué ma consommation de glucides d'environ 10-15%. Glucides à indice glycémique bas, donc beaucoup de riz, pommes de terre, patates douces notamment. J'ai beaucoup joué avec ces trois aliments-là. Après, je pense qu'avec du recul, il faut que je m'écoute peut-être un peu plus et que je mise sur le plaisir aussi de manger. Parce que j'ai peut-être perdu, je voulais juste rentrer de la calorie utile et j'ai Mhm. peut-être oublié le plaisir à certains moments, mais bon, je l'ai fait que 3-4 jours avant. Voilà, ensuite j'ai consommé de la maltodextrine avant la course, 3 jours avant la course, complémenté à mon alimentation et compote de pommes. Voilà comment j'ai fait ma recharge glucidique. Yes. Après, vas-y, vas-y. Non, yes, yes, super. Et ensuite, je suis arrivé le jour J, bah, comme je l'ai dit, avec une très bonne recharge glucidique, mais avec l'estomac déjà un peu noué, déjà un peu brassé, mais juste par le stress, puisque c'est des aliments que je mange toute l'année, hein. J'ai pas fait de changement. Encore une fois, ça aurait pu être un problème de vouloir changer son alimentation, mais j'ai rien changé du tout. J'ai Mhm. consommé aussi du blanc de poulet, hein, j'ai pas négligé les protéines, j'ai oublié de le dire, mais blanc de poulet. Euh, voilà, donc c'était juste encore une fois la gestion du stress. Sinon, la recharge glucidique, je pense elle était vraiment bonne. La malto, j'avais déjà l'habitude, ça me faisait absolument rien. D'ailleurs, je le conseille parce que ça a quasiment aucun goût et ça passe très facilement, contrairement peut-être à d'autres boissons de l'effort. Ouais, ouais. Et voilà, voilà ce que je Ouais, peux par contre, dire j'allais sur la rebondir recharge. là-dessus. Comme tu dis, ouais, la malto, c'est top. C'est, on va dire, une des manières les plus simples de faire une bonne recharge glucidique les quelques jours avant la course, mais il faut quand même être vigilant et c'est cool que tu l'aies testé avant parce que Oui, oui, justement, oui, la malto, ça fait bien brasser le ventre. Il y a des personnes qui seront plus ou moins fragiles là-dessus et il y a des maltos qui nous conviennent plus ou moins, mais ouais, j'ai déjà testé des maltos ça te j'allais, brassait. ouais, où ça brassait bien le ventre, quoi. Ouais, ouais, non, moi c'est purement mental par rapport à la pression de course, mais justement après, le fait d'être très très stressé, bah, faut peut-être faire des choix encore plus, je sais pas, hein, peut-être encore plus drastiques entre guillemets pour être sûr de pas ressentir ça. Mais quand ça t'arrive, même quand tu manges que du riz blanc, je vois pas trop ce que tu peux manger d'autre de toute façon. Ouais, ouais, c'est clair. Donc voilà. Mais voilà par rapport à ça. Et ensuite pendant la course, bah, j'ai vraiment aussi une stratégie assez réfléchie. Je pense que je repartirai sur la même chose. Après, je me pose quand même la question parfois de repartir, on va en parler, j'aimerais bien avoir ton avis, mais de repartir vraiment sur du naturel, c'est-à-dire des indices glycémiques peut-être beaucoup beaucoup plus bas ou alors des dominantes lipidiques à l'effort, Mhm. pour pas avoir de gros pics de glycémie pendant la course. Pourquoi pas? Des petits bouts de banane, des fruits secs, des choses comme ça. J'ai jamais testé moi. Là, je suis vraiment parti sur un protocole très scolaire qu'on retrouve partout sur Marathon, mais de manière peut-être encore plus précise et avec moins de gel. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la boisson énergie isocarbe de chez Prozis, Mhm. que j'ai beaucoup apprécié et testé pendant plus d'un an, qui me convient parfaitement. Donc sur 500 millilitres de liquide, normalement, on retrouve 37,5 grammes de glucides. Moi, j'ai décidé de fragmenter ça dans des gourdes de 250. Je suis parti avec 8 gourdes, une gourde par ravito. Et pareil, j'ai été très intelligent là-dessus parce que je savais que j'avais des petits problèmes digestifs et qu'il fallait pas trop forcer sur les concentrations au début de la course. Mhm. Donc j'ai commencé à m'alimenter, enfin à prendre ma gourde qu'au 5e kilomètre, qui était uniquement de la malto. Donc j'avais l'impression de boire de l'eau, j'avais pas trop le goût.
Voilà, j'ai bu quelques gorgées. Ensuite, plus la course elle a avancé, plus j'ai augmenté la concentration. J'ai commencé par du coup la moitié de 37,5 grammes. J'ai mis qu'une dose dans le 250 sur la deuxième flasque. Et plus petit à petit, quand on a avancé dans la course, j'ai augmenté la concentration. J'ai fait une pause aussi stratégique au 15e où j'ai pris que de l'eau parce que je savais que j'allais prendre un gel. Donc j'ai mis que de l'eau dans ma flasque. J'ai pris un gel. Donc j'ai commencé à prendre mon premier gel, je l'avais dit, pas avant le 15e. Donc je l'ai pris au niveau du 15e. J'en ai pris que 3. Et après j'ai terminé sur les boissons qui étaient de plus en plus concentrées jusqu'à avoir double dose que j'ai réussi par contre, ça c'est quand même positif, que j'ai réussi à boire intégralement du 30 au 36. J'ai réussi à boire une flasque intégrale de double dose. J'ai pas eu trop mal au ventre, étonnamment. Moi j'étais déjà mort, mais j'ai pas trop mal au ventre. Donc je pense que bah à l'avenir, il faut encore que je m'entraîne pour assimiler plus, puisque j'ai pas réussi à boire toutes mes flasques, alors que j'aurais dû. Et peut-être, je sais que les gels ça passe pas trop, donc peut-être jouer comme je t'avais dit quitte à perdre 30 secondes, enfin 30 secondes, 10-15 secondes, à peut-être prendre un morceau de banane, un truc un peu plus solide par moment sur un ravito. Ou alors, je pensais aussi aux compotes énergétiques, des purées de fruits, ou même les purées salées. Je pense que je testerais peut-être plus ça que les gels, que je sais qu'ils ont quand même du mal à passer. Donc voilà, donc en gros, les 15 premiers kilomètres uniquement du liquide. Ensuite, j'augmente ma quantité de glucides par flasque et j'ajoute des gels. Normalement, je devais en prendre 5 ou 6. Pareil, j'en ai pris que 3. Donc Ouais. en gros, je pense que j'ai pas eu assez de glucides, ça c'est clair, hein. J'ai peut-être consommé 30, entre 30 et 40 grammes par heure. Ouais, ce que j'allais dire. Et alors qu'initialement, tu visais. 60-70. Ouais, J'ai même pas pris la moitié. Ça m'arrive à chaque fois. Alors qu'à l'entraînement, j'arrive même à en prendre des fois 90, ouais, mais ouais. en course, j'y arrive pas. Donc ça, c'est le point d'amélioration, clairement. C'est ce qui fait vraiment toute la différence sur un marathon. Il faut vraiment que j'arrive à assimiler plus de glucides pendant les courses, sous pression. Et aussi, je pense que ça a beaucoup joué, il a fait froid. Et quand il fait très froid, l'estomac, il fonctionne pas normalement. Mm, Et moi, je me suis entraîné en salle à 25 degrés. Donc pareil, attention à être plus spécifique aux conditions environnementales extérieures de la course. Et je pense que c'est pas pareil, hein. Quand on est à moitié en hypothermie, je pouvais même plus bouger mes doigts au 15e. L'estomac, je pense qu'il était déjà saturé aussi par le froid. Ça a joué au niveau de la digestion des glucides. Donc ouais, ça c'est une marge d'amélioration que j'ai maintenant depuis 1 an et demi, hein. mm, mm. Réussir à consommer autant de glucides en course qu'à l'entraînement. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est un vaste sujet. Enfin, c'est assez Ouais, complexe. C'est un vaste sujet, pardon. C'est aussi propre à chacun. Et tu as évoqué un peu l'éventualité de mixer des apports plus glucidiques couplés à des apports plus lipidiques, etc. ouais, Moi, c'est quelque chose que je faisais personnellement. Voilà, j'avais un sponsor Olifat qui faisait des produits quasiment exclusivement avec des lipides, un ouais, peu orientés sur des régimes céto, etc. Bon, ils avaient quelques électrolytes pour venir compléter et avoir une gamme plus complète, mais c'est vrai que les apports lipidiques, c'est intéressant, d'autant plus quand on allonge les distances. Après, voilà, sur un marathon, est-ce que c'est cohérent ou pas de partir sur des apports lipidiques? Je suis un peu moins sûr. Je pense que ouais. l'idée de rester sur des glucides, ouais, sur un effort de 2h30, c'est plus cohérent. Mm, mm. Euh, Après, moi, enfin, simplement, ce que je peux conseiller et ce que je peux un peu te préconiser pour la suite, c'est vraiment d'écouter en fait ton envie. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant d'avoir un plan nutrition qui est bien calé, qui est vraiment au millimètre près, etc. Mais je pense qu'effectivement, si en courant, là, tu as ressenti le besoin de faire un croc dans une banane, et ben demain, tu as, un marathon, fais-le, quoi. Un Ouais, moment, tu voilà, c'est vois, ça. mieux vaut avoir 10 grammes de plus ou 10 grammes de moins sur le protocole et sur ce que tu t'étais fixé et vraiment prendre plaisir à manger. Pour moi, c'est la chose la plus importante et que tu n'aies pas ton protocole de nutrition
comme quelque chose qui te pèse en fait, quelque chose qui Mmh. vient te peser mentalement et ouais, il faut que ça soit la chose la plus fluide et je pense que varier aussi les produits, les goûts, les saveurs, Ouais, ouais. c'est intéressant, tu vois. C'est clair que on va dire tourner au gel sur ce que tu as fait, tu as expérimenté, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est la manière la plus adaptée de pouvoir atteindre l'objectif fixé. Mais c'est clair que d'alterner les prises entre des compotes, des gels, des bars, etc., ça peut être bénéfique, ça peut être intéressant, ça peut casser la monotonie. Et c'est vrai que les gels, c'est quand même connu pour être très efficace, mais pour peser un peu plus sur l'estomac, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'en ai pris que 3. Je sais qu'il y en a qui en prennent entre 8 et 10 dans un marathon. Moi, j'en ai pris que 3 et j'ai couplé ensuite avec de la boisson, qui je pensais que ce serait le plus simple à assimiler. Enfin, je le pense toujours, c'est juste que Mm. bah, quand tu es en stress, bah, ça passe pas. Donc, je dirais qu'encore une fois, je l'ai tellement testé, tellement fait que je peux te dire oui, ça marche, puisque j'ai fait toutes mes séances avec ça. Ouais, Donc, ouais. tu vois, c'est compliqué de se positionner là-dessus, puisque quand tu le fais à l'entraînement et que ça marche et que ça marche pas en course, c'est c'est compliqué de. Et tu as petite question bête, mais est-ce que justement sur tes séances d'allure spé, quand tu dis que tu as testé ta nutrition, etc., bah, je suppose que c'est ce que tu as fait. Mais pour moi, c'est aussi intéressant justement de prendre les gels, prendre vos bars, vos compotes, enfin, peu importe ce que vous utilisez, mais sur les allures spécifiques, tu vois. Ah oui, Enfin, moi, je vois évidemment. trop aussi souvent les personnes Ouais, qui font leur séance P et qui profitent des sur les récup récup. à 5 au kilo Ah oui, non, non, non. pour prendre le gel. Et... Non, non, moi j'ai tout pris pendant les 3,47. Des fois même je me faisais des défis. Je me disais, vas-y, un 2000 mètres, tu prends 3 gels d'affilée, tu vois ce que ça donne sur ton estomac à 16 km/h et j'avais rien, quoi. Mhm. Donc tu vois, j'ai balé 3 gels sur un 2000 mètres. J'ai rien eu. Ouais, ouais. Et parce que tu Donc dis tes gels, c'était des. c'était Ils les avaient mêmes, combien de grammes de les glucides, tes gels? 29. 29. Ouais, T'imagines, j'ai pris 3 avec 1 minute 30 d'intervalle sur un 2000. Je me suis dit, si ça passe pas là. Donc du coup, en gros, je suis arrivé, mais tellement serein là-dessus, quoi. J'étais serein sur tout, mais en même temps stressé, c'est ça qui est con. Mais en gros, mon allure spé, je l'avais revu, revu. Et Mhm. la nutrition, pareil. Donc tu vois, c'est comme ça. Ouais. Donc je sais C'est- pas en fait, je sais pas quoi faire pour le prochain, honnêtement. Parce que ça a tellement bien marché pendant la prépa que du coup, à part travailler comme on l'a dit, hein, travailler vraiment sur la gestion du stress pour être très très détendu et que ça passe bien dans l'estomac, tu vois. Ouais, ouais, Je après, je vois pas ce que je peux faire d'autre. comme tu dis, je pense que aussi s'ouvrir sur d'autres produits, etc., ça peut être intéressant et peut-être que demain, tu vas tester ça à l'entraînement et tu vas dire, OK, ça me convient encore mieux Ouais, voilà, c'est ce que de que je me tourner dis, que au gel, peut-être quoi. peut-être essayer ça, hein. Ouais, Après, ouais, essayer d'autres je pense qu'en vrai, c'était intéressant ce que tu as testé de partir sur un début de course où tu tournes exclusivement du sur de la liquide. boisson. Ouais, ouais. Bah, franchement, Ça, je le referai, je pense. ça, c'est intéressant, ça à garder. Déjà, enfin, t'assimiles bien, c'est une prise assez facilitée de glucides et indirectement, ça t'oblige aussi à boire. Donc, on Ouais, en pour voit moi, trop aussi c'était le plus cohérent. ouais, voilà, ceux qui prennent pas assez d'eau pendant la course. C'est une catastrophe. Donc, je pense que ça, c'est cool parce que ça te permet aussi d'avoir ce qu'il te faut en nutrition. Mm. Ça, c'est à garder. Ouais, ouais, bah écoute, ouais, pour conclure, peut-être plus de variations, comme tu as dit. Je pense que Yes. les compotes, je vais tester, mais c'est toujours le même problème. Après, c'est un choix de performance, hein. Si les compotes, en gros, faut avoir des ravitaux personnalisés, sinon c'est trop lourd. Ouais, Moi, ouais. ça pèse. Donc c'est toujours le même souci. Pareil, voilà, Dieu merci, on a pu le faire. Sinon, bah, le liquide, j'oubliais aussi, quoi. Je me serais retrouvé avec un sac énorme, donc non. Heureusement qu'on a pu faire les ravitaux personnalisés. Ça, c'est un point important, parce qu'en fait, les personnes qui visent la performance sur des grands marathons n'ont pas le choix que de tourner au gel, en fait. Sinon, ils sont lourds. Donc, Ouais, non, à c'est part clair. des gels ou des bouts de barre, et encore, ça prend vite du volume.
Euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de sportifs, je pense pas qu'ils le veuillent, mais sur des grands, grands marathons, c'est pour ça que je ne veux pas faire de grands marathons pour l'instant. Parce que bah, t'as pas de ravitaillement personnalisé, c'est le bordel pendant les 5 premiers kilomètres. On te sert que des gobelets que tu te balances sur la figure ou tu t'étouffes à moitié parce que c'est pas fait pour boire en courant, un gobelet. Et donc on boit pas assez et on se ravitaille pas correctement sur des très grands marathons. Moi je préfère les marathons familiales où au final je peux avoir mes propres ravitaux que je peux récupérer, quoi. Ouais, carrément. Bah, top, je pense qu'on a fait le tour sur la nutrition. Ouais. Est-ce que tu veux parler, évoquer un peu, l'équipement que tu as choisi et que tu avais pendant la course ou, Ouais, ouais, ouais. Bah, l'équipement, comme je l'ai dit un peu sur la vidéo, vous verrez, mais pareil, il n'y a rien à changer, hein. Donc j'ai acheté une ceinture marathon où j'ai mis mes gels à l'intérieur. Je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être ma GoPro aussi sur moi pour faire des images inside. Voilà, sans prise de tête, parce qu'elle est très légère et je peux la mettre dans la ceinture. J'ai mis juste les gels. Voilà. J'ai fait une petite bourde de déconcentration, c'est que j'ai laissé mes écouteurs dans ma ceinture, que je t'ai donné d'ailleurs. ouais, Donc ils m'ont un peu embêté, parce qu'elle n'était pas très bien ajustée, donc ils ont un peu bougé dans tous les sens, mais bon, ça, c'est un détail. Sinon, non, la ceinture, ça allait. Pourquoi j'ai pris une ceinture? Bah, pour être le moins gêné possible, contrairement à un sac. Une toute petite ceinture où je glisse mes gels à l'intérieur. Ensuite, au niveau de l'équipement, heureusement que j'ai fait le bon choix aussi, j'ai opté pour un maillot thermo manche longue, parce qu'il faisait très froid. ouais. Et Voilà, très donc, humide. et très humide, donc ça, je pense pas que je changerai grand-chose. J'ai hésité à partir avec mon bonnet, mais je l'ai pas fait. Peut-être dû le faire, je serais resté, je pense, plus... Ouais, j'aurais dû mettre bonnet et gants, je pense. Mmh. J'aurais dû mettre bonnet et gants, parce que j'ai vraiment senti les mains complètement ankylosées au 25e. La tête, pareil, très très froide, très mouillée. Donc peut-être j'aurais dû mettre le bonnet et les gants. Ensuite, cuissard classique, ça, y a pas eu de problème. Mmh Et mh. les chaussures, les Saucony Endorphin Pro Elite, parfait. Parfait. Je les ai vraiment beaucoup testés. Bah, en gros, j'ai fait chaque minute de mon allure spécifique avec, Ouais, parce important. que je voulais pas avoir de problème avec ça. Donc ça, c'est validé à 100%. Les chaussettes, pareil, donc pas de frottement, rien. Donc en gros, pour cette course-là, je pense que j'aurais dû mettre le bonnet et les gants. Voilà, Ouais, c'est tout. d'accord, nickel. Bah, simple, simple, efficace. Si tu veux, on peut parler un peu plus précisément sur la course, Ouais. revenir sur son déroulé, un peu sur, bah, du coup, on en a un peu parlé, mais sur ta gestion et surtout un peu sur l'évolution des sensations Mm, mm, et comment ça s'est déroulé, à quel moment c'est parti devant, mm. etc. Ouais, ça va être intéressant. Donc le départ, moi je passe en 3,42 au premier kilomètre, en totale aisance. Je reste derrière, je vois quand même à grande surprise, ça part vite devant, tout de suite. Quatre cinq Il y avait un groupe de combien? 4-5 bonhommes qui partent devant direct. Donc je décide de pas les suivre tout de suite. Et je me dis, tu as juste à rester à 3,47,0 et à conserver ton allure. Ce qui correspondait, comme je l'ai dit, je pense que c'était ambitieux au vu de ma forme et au vu du marathon d'Amiens, ça correspondait à 2h39 50 secondes si je restais sur 3,47. Mhm. Donc je pars à 3,42, mais vraiment en me retenant, donc je pense pas que je suis allé trop vite. On sait toujours que le départ est un petit peu plus rapide. Encore, je laisse partir, hein. Je laisse partir 5 personnes, je crois. Mhm. Je me place sixième. Tout de suite, je me cale. 3,47, 3,46, 3,45, 3,47, 3,47, 3,47. Nickel. Au 12e, j'ai un énorme coup de poignard dans le ventre. J'hésite à abandonner direct, 12-13e. Je me plie en deux. Ça me, j'essaie de rester très fort mentalement. Je passe à 3,50, 3,51, je crois, mais j'étais encore très frais au niveau des jambes, donc ça allait. J'ai compensé. Mhm. J'essaie vraiment de me concentrer sur ma respiration et tout, et ça finit par passer. Donc je continue. Donc en gros, la baisse d'allure a commencé au 15e, 15-16e, très légère, hein. Je passe à 3,48, 3,50. Voilà, c'est ce que j'avais prévu plus ou moins. De toute façon, j'avais dit entre 3,47 et 3,50, 3,50, 3,51, c'était bien. Ouais, à ce Euh, moment, rien d'alarmant, les non, non, secondes non. peuvent vite se regagner derrière, quoi. Voilà, rien d'alarmant.
Et je dirais que 16-17, je commence à sentir la faiblesse qui arrive progressivement. Je vais jusqu'au semi et au retour, ça commence vraiment à piquer. Et là, en plus, j'ai des regrets parce qu'il y a un gars qui me double et qui me dit, vas-y, qui me dit, viens avec moi. Il se cale, il arrive à relancer ce que je voulais faire. Et il se cale à 3,45, 3,46. Hmm. Et j'arrive pas à le suivre. Je fais 300 mètres et donc pour ça, j'ai pas de regrets. Je fais 300 mètres dans ses pieds et je pouvais pas suivre en fait. Hmm. J'étais pas bien. Et au semi, tu passes en combien? Au semi, je passe exactement dans mes temps. J'ai peut-être 20 secondes de retard, je crois. Je devais passer en 1h20 30, je dois passer en 1h20 50, un truc comme ça. Ok. En gros, je passe en 1h20 quelque chose. J'ai plus trop le temps exact, mais c'est exactement ce que je voulais faire en fait. Passer aux alentours des 1h20 Ouais. et accélérer un tout petit peu sur le dernier semi. Ça, c'était vraiment ambitieux, mais c'était l'objectif. Passer en 1,19 50, quelque chose sur le dernier semi. Donc voilà, dès le retour, ça a été dur. Donc Ah, là, le retour parce que oui, et en après, fait, c'est un c'est aller-retour, l'anglais. en fait, hein. Donc dès le deuxième semi, ça commençait vraiment à être dur. Et là, clairement, j'étais très 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 loin de mon niveau. Et je finis à 4,20, 4,22 sur Hmm. les 5 derniers, je crois. En gros, je pomme 10 minutes sur un semi, quoi. Ouais. Voilà. Pomme Ouais, les ouais, 10 dur. minutes sur le dernier semi, alors qu'au final, le plan d'action, c'était d'accélérer ici. Et moi, comme j'ai toujours dit, mon objectif sur le marathon, c'est de faire mes 5 derniers kilos plus vite que tout le reste de la course. Pour moi, ça, ce sera un marathon réussi. Je pense qu'il Hmm. en faudra 3 ou 4 pour le faire, mais c'était ça un marathon réussi pour moi. C'était vraiment de relancer sur les 5 derniers, sur la fatigue. C'est vraiment ce que j'ai travaillé pendant toute la préparation. Et donc, du coup, j'ai commencé, donc le facteur mental aussi, je me suis dit, putain, t'as préparé ça, et au final, le pire scénario arrive. C'est-à-dire qu'au 22e, déjà, ça ralentissait, quoi. Donc j'ai pris un coup mentalement, ça c'est sûr, mais Hmm. j'ai continué à pousser tout ce que je pouvais, et puis bah, ça n'a fait que décélérer jusqu'à la fin. Et voilà, donc je passe d'une prédiction peut-être au SMI, je devais être en 2h40, entre 2h40 et 2h41 en prédiction, et je passe en 2h50. Donc j'ai paumé 10 minutes sur mon dernier semi. C'est mieux. Voilà. Voilà un peu la Ouais, course. après, moi, d'un œil extérieur, un peu compliqué dans le sens où bah, il n'y avait pas énormément de densité. Donc, Oui, ça bah, c'est je vrai, je l'ai pense pas que. dit, je cours tout seul par contre. Oui, J'ai voilà, couru c'est toute ça. la course tout seul. Peut-être que c'était une erreur, j'ai pas voulu me laisser emporter par le wagon de devant qui était trop plus fort que moi, je pense. Mm. Et j'ai pas voulu attendre derrière non plus. Donc je suis resté à mon allure et tout seul, quoi. Ouais, ouais, je pense que tu as eu raison de rester à ton allure. Enfin, c'était un bon choix d'avoir opté sur cette stratégie en début de course. Mais ouais, c'est clair que de faire la course 100% quasiment solo, surtout avec une bonne pluie, avec un terrain le long du alliage qui était bien boueux, ça, je pense, Ouais, ça ouais, ouais. a aidé. Et je pense que enfin, je pense que tu as perdu facilement 2 à 3 secondes au kilo, notamment sur le deuxième semi où il y avait des flaques Ah ouais, ouais, c'est énormes ça. C'est vrai, ça sur je toute le la dis pas, piste. mais bon, j'ai passé mon temps à esquiver les flaques énormes et à courir dans la boue, donc oui, oui, clairement. Clairement, même dans la forme de ma vie, comme je l'avais dit, je pense que j'aurais fait 2,44, 2,45. Ouais, Parce ouais, que, sincèrement, vu les conditions, le plateau, la pluie, le vent, voilà, c'est avec ça. le petit vent, je pense que tout le monde peut se retirer facilement 3 minutes sur Ouais, le chrono. Bah, d'ailleurs, le mec qui vient gagner en 2h34, pour moi, il vient pour bon, faire 2h30 en fait. il va aller sub de 30. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il vaut le 2h30 et ouais, c'est clair qu'après, voilà, c'est aussi les aléas du jour J, les aléas de la course qui font que ça n'a pas non plus aidé sur l'atteinte des objectifs de temps, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi qui me rassure beaucoup, et je pense que, ouais, non, les 2h45 étaient possibles, même dans la forme pas trop bien que j'avais. Ouais, ouais, clairement. 2h44, 2h45, je pense que je l'aurais fait. Et puis voilà, ça se fera sur le prochain. Mais c'est vrai que les conditions météo, j'en ai pas trop parlé parce que j'aime pas trop me donner d'excuses non plus. Mais là, j'avoue qu'il y avait d'énormes flaques. Il y avait quand même, c'était pas simple, hein, c'était pas simple. Et première course où je finis autant en hypothermie pour le coup. Ouais, ouais, franchement, il est arrivé. J'avais froid alors que je suis habitué au froid. Je prends des douches froides tout le temps et tout. Donc je pense que la faiblesse du Covid
m'a bien, j'ai attrapé le coup de froid plus vite. Et puis, je pense que ça a joué sur la respiration, ça a joué sur l'estomac, et ça a même joué sur les crampes. Parce que, je l'ai pas dit, mais j'ai eu une grosse, grosse crampe à l'ischio au 25e. Ah, ça Ischio, démarrait au 25e, ouais. ischio droit, ouais, un coup de couteau dans l'ischio droit, où j'ai couru peut-être 500 mètres avec la jambe carrément droite, en fait. Je pouvais même plus plier le genou. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense que, contrairement à beaucoup, je pense que j'ai quand même pas mal bu au final. Mhm. Donc je dirais que c'est la fatigue et le froid qui a engendré ça. Après, avec du recul, la prochaine fois, je pense que je placerai peut-être plus d'électrolytes quand même. J'en prendrai peut-être un peu plus. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup le froid et la fatigue, l'état de faiblesse dans lequel j'étais qui a engendré ces crampes, ces problèmes musculaires. Parce que, bah, encore une fois, l'ischio, ça à n'y rien comprendre, parce que c'est un peu mon point fort, les ischios. Enfin, j'ai fait des séances de deadlift où je m'explosais les ischios à 130 kilos une fois par semaine, où vraiment je peux pas faire mieux au niveau de ça. Et le comble, c'est que je me chope une crampe sur ce groupe musculaire-là. Donc encore une fois, c'est un peu. En gros, ce marathon-là, ça a été que du contre-intuitif, quoi. Je travaille que la fin de course, je bûche sur la fin de course, je bosse ma nutrition comme un malade pendant un an. J'arrive même pas à boire ma deuxième flasque. Enfin, c'est le Et, truc. et Mais justement, bon, sur la muscu, toi, t'as arrêté quand tes trois dernières semaines. séances de musculation? Parce que ouais, ça c'est important, à pas trop en Ouais, faire ouais, avant les ouais, ouais. courses ou avec Non, la non, fibre. justement, j'ai pas fait cette erreur, j'ai arrêté même un mois avant, je crois. Ok. Ouais, J'ai arrêté complètement la muscu 4 semaines avant. ouais, étrange. Et d'ailleurs, ce qui est à n'y rien comprendre, c'est que les meilleures sensations que j'ai eues de ma vie en prépa, c'est après une séance de force. Et je vais même te dire, je faisais des séances de force jusqu'à temps que mes jambes ne tiennent plus, vraiment. Donc il fallait que Morgane me lève, tellement mes jambes étaient mortes. Je faisais 6 kilomètres en 6,30 défoncé. Je changeais de paire, je mettais les carbones, je partais pour 1 kilomètre, Et là, ça je- partait. et je finissais par retrouver l'allure marathon, et ensuite j'étais inarrêtable. Il me fallait 30-35 minutes de chauffe pour partir, tellement les jambes étaient abîmées, et par contre je faisais mes meilleures séances. Ouais, intéressant. Je me souviens que je me forçais aussi à finir tout le temps, enfin souvent beaucoup plus fort que mon allure marathon. En Hein. fait, je faisais des fois pour me prouver tout le temps que j'avais les jambes. Je faisais un tempo de 15 km à 3,47 et je me disais tu fais le dernier kill à 3,25 et ça passait. Ça passait à chaque fois. Donc j'avais de la marge sur tous les niveaux. Et c'est pour ça que je pense que le prochain va être intéressant parce que tout est dans la gestion de mental et je pense que le prochain va être intéressant. Et au Yes. final, le seul truc que j'ai pas pu contrôler, c'est ma réaction au stress avant la course. Parce que franchement, j'avais vraiment bien poussé les curseurs, que ce soit autant musculaire, nutrition, au niveau de l'allure cible, qui était, voilà, j'étais à 157 BPM à 3,47. Donc c'était nickel. Mais par contre, le jour J, bah pareil, les BPM, va savoir pourquoi, et j'étais 20 battements plus haut direct. Ouais, ouais, le stress, hein. Voilà. Et sinon, sur l'organisation globale de la course, le déroulé, rien à dire, les ravitaux, tout s'était bien Non, passé, non, non, comme je disais les là-dessus, bénévoles. ouais, ouais, nickel. Non, non, comme je disais là-dessus, j'ai eu de la chance. En fait, il y avait mon petit frère qui m'a donné toutes les flasques et toi. Et Mhm. donc, franchement, nickel, hein. Nickel. Rien à redire. Rien à redire par rapport à ça. Non, j'ai aucune excuse sur le ravitaillement, les personnes qui sont venues pour moi. Enfin, rien à redire, hein. Si ce n'est que le parcours, bah, c'est plus celui-là que je choisirais pour faire une perf, même si, comme je l'avais dit, c'est pas pour ça notre jeunet non plus. Enfin, j'ai choisi Amiens parce que je rentrais chez moi pour les vacances, parce qu'il y aurait ma famille, il y aurait mes grands-parents, il y Mhm. aurait mon athlète, il y aurait Morgane. Enfin voilà, j'ai choisi aussi pour ça. Mais j'avoue que je m'attendais pas à un tel bordel au niveau du parcours et des conditions non plus, quoi. Ah, c'est clair que c'est pas du tout un marathon qui est fait pour faire un. Non, Il n'y a non. pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ton analyse de course. On a un peu déjà évoqué tes leviers, tes axes d'amélioration, tes remises en question. Est-ce que tu veux refaire
un petit balayage dessus, ajouter quelques notions ou on a fait le tour? Bah, je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, hein. Pour conclure, j'aime bien reprendre les points pour les auditeurs, que ce soit peut-être un petit peu plus simple. Mhm. Donc, première chose, essayer d'alléger la charge mentale sur la prochaine préparation en se mettant un objectif moins ambitieux et en étant moins psychorigide sur certaines choses. C'est-à-dire que je voulais vraiment tout le temps être dans les top conditions. Je me suis peut-être interdit à plusieurs reprises de faire des petits footings vallonnés, d'aller peut-être plus faire des sorties nature, des choses comme ça, parce que je m'étais dit que ce serait pas spécifique au marathon. Je pense que c'était une erreur aussi. Il faut savoir se faire plaisir, sortir un peu du cadre, comme tu l'as dit parfois. Ensuite, une préparation un petit peu plus longue serait mieux, parce que du coup, j'ai dû monter le volume d'entraînement assez vite, peut-être un petit peu trop vite. Donc ça, ensuite, j'aurais bien aimé tester, je le ferai vraiment maintenant, je vais me spécialiser là-dedans. Comme je l'ai dit, mon marathon sera réussi quand je ferai les derniers 5 kilomètres plus vite que tout le restant de la course. Donc je vais continuer à travailler sur la barre des 30 kilomètres. Je vais faire plein de sorties de 35, 38, 35, 38, je vais en faire beaucoup. Une par dimanche pour vraiment être spécialiste de courir sur les jambes fatiguées. Ça, ensuite, je vais faire un bloc VMA, comme je l'ai dit. On va se retrouver aux 10 kilomètres de Lille le 16 mars. Donc là, je reprends Yes. lundi, je reprends la semaine prochaine et je pars pour un gros bloc VMA jusqu'aux 10 kilomètres de Lille où je vise moins de 35. Voilà, je me mets pas la barre trop haut. Mon record, je crois que c'est 35-20 quelque chose. Donc si je fais 34-50, ce sera bien. J'ai Mhm. essayé de faire ça. Voilà, ce qui va m'aider ensuite pour la suite de la prépa. Et travailler sur essayer vraiment de comprendre pourquoi mon estomac se bloque et comment je peux faire mentalement pour continuer à manger sans problème pendant la course. Donc là, comme tu l'as dit, peut-être faire une course test où je vais me forcer à manger pendant la course, voir ce qui se passe. Comme ça, je vais pouvoir vraiment travailler dessus et puis voir un préparateur mental, faire de la méditation plus souvent. Donc voilà ce que je ferai là pour la prochaine fois. Top. Top, top. Et bah, je te propose de conclure le podcast en discutant un peu de ton plan de saison 2025 pour l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà établi Ouais, tes différents objectifs pour la prochaine saison? ouais, ouais, tout est fait. Donc pour pas que ça vous choque trop, en fait, je vais juste rappeler que moi, mon cœur, il est vers l'ultra plus tard. Hmm. Donc l'objectif, c'est de monter sur ultra avant mes 30 ans. Et d'ensuite de 30 à 40 ans faire beaucoup de courses d'ultra. Donc je commence tout doucement, j'attaque on va dire ma deuxième année si je compte le 60 comme un ultra, même si pour moi c'est pas vraiment un ultra, mais bon j'ai quand même couru 10 heures. Donc là l'objectif de la saison, ce sera quand même toujours, moi j'aime la course à pied du 5 kilomètres au 170 kilomètres. Donc ça c'est sûr je ferai toujours un peu de route rapide. Mais l'objectif, c'est vraiment de commencer avec un bloc VMA qui va commencer la semaine prochaine, où je vais faire un 5 km à l'entraînement, où je vais aller chercher les moins de 16,40 à l'entraînement, je vais essayer. Donc ça fera une sorte de validation de répétition pour le 10 bornes. Ensuite, le 10 km, je vais essayer de le tourner aux alentours des 3,25, 3,26, ce qui nous emmènerait sous les 35 minutes. Le 16 mars à Lille. Ensuite, au mois d'avril, normalement, je ferai, comme on l'a dit, je devais faire, donc faut que je trouve une autre course, mais parce qu'il est complet, je devais faire le semi-marathon d'Annecy en répétition générale pour Mhm. un marathon. Et bon, du coup, mon prochain marathon sera prévu le 18 mai, le jour de mon anniversaire. J'ai trouvé un marathon à 30 minutes de chez moi, très performant, le marathon du Grésivaudan. Donc toujours un petit marathon familial par contre, où je pense que j'aurai pas la densité, mais j'aurai le parcours plat et j'aurai les bonnes conditions. Par contre, j'aurai pas la densité, mais comme je l'ai dit, c'est volontaire parce que je sais que si je prends un grand marathon, je pourrai pas gérer mes ravitaillements et je risque de piétiner sur les premiers kilomètres. Donc le plan d'action sur marathon, c'est de faire le marathon du Grésivaudan et de juste passer sous les 2h50. Yes. Voilà. Et ensuite, pourquoi je prends un petit marathon je voulais faire en fait mes deux trois premiers marathons sur des petits marathons pour habituer mon corps à consommer déjà des glucides, pour habituer mon corps à la fin de course. Et l'objectif ultime, c'est d'aller dans 4 ans, c'est déjà programmé dans 4 ans de faire Valence et de me rapprocher des 2h30.
Donc ça, c'est l'objectif. Donc là, pour l'instant, c'est juste marathon du Grésivaudan en moins de 2h50, en appliquant tous les conseils qu'on a vus aujourd'hui. Mhm. Ensuite, je me refais plaisir un petit peu sur du trail, un trail roulant en Bretagne, un 77 au mois de juin, Ok. de nuit. Donc ça, c'est une course un peu plaisir, mais en préparation pour la suite, vous allez voir, qui est les 100 kilomètres d'Amiens, au mois d'octobre. Un Donc gros voilà objectif. voilà un gros objectif, pareil que je prendrai vraiment avec sans pression. C'est vraiment pareil, une course de cœur, une course qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Donc l'objectif, c'est d'aller au bout de cette course, de prendre de l'expérience. Donc voilà, on récapitule. Donc les 10 kilomètres de Lille. Ensuite, un semi-marathon de préparation marathon. Le marathon du Grésivaudan au mois de mai. Le 77 de la Trace des Ducs dans le cadre du golfe du Morbihan, là, le Grand Trail du Morbihan. Yes. Et le tout dernier, du coup, les 100 kilomètres d'Amiens, que je prends comme une expérience, un défi personnel. Et après, Une belle il y a saison. ouais, une belle saison, très belle saison. Et après, ça, je sais pas si je vais le faire, parce qu'il faut quand même être raisonnable, mais l'objectif, après les 100 kilomètres, je crois que c'est en novembre ou décembre. J'aurais bien aimé faire en mode plaisir la Saint-Élion, Ok. la Lyon-Saint-Élion. Mais à voir. Je pense que si j'ai pas bien récupéré, je le ferai pas. Mais bon, à Ouais, voir. ouais. Avoir l'état de forme, hein. Ouais, Avoir ouais, l'état ouais. de forme du bonhomme à la fin de la saison. Voilà, Ouais, parce que voilà. sans cas d'Amiens, ça va Ouais, bien casser les pattes et je pense qu'il faut un c'est bon pour petit ça temps que, de récup après ouais, pour repartir je le prends en bien. dernier. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai prévu de couper, hein, de couper normalement, ce que je fais très rarement, mais je vais couper un mois, je pense, Mhm. après le 100. Ah oui, oui, oui. Voilà. Je vais couper un mois après le 100, et puis après on verra l'année d'après. Il y aura toujours un marathon, ça c'est sûr, et il y aura toujours un trail un peu long et une Plaisir. course courte. Voilà. Donc en gros, j'aurai au moins toujours trois courses dans l'année, ce qui sont toujours pareils. Un format court, un marathon et un trail long. Ouais, c'est top. Donc voilà pour la suite. Ouais, j'ai du pain sur la planche, donc là je me mets vraiment en repos. J'ai parcouru depuis le marathon. Je reprends lundi en mode plaisir. Je me laisse 15 jours, 3 semaines avant d'attaquer des séances pistes. Ouais, Et du coup, je pars sur entre 70 et 100 kilomètres max. Et je pars sur deux séances de qualité sur piste. Et puis du volume facile, quelques petits tempos et surtout de la musculation un peu pliométrique, des gammes. Je vais faire beaucoup de gammes, beaucoup de plio pour le 10 kilomètres. Et puis travailler un peu ce que j'ai pas travaillé du coup pendant cette longue saison 100% aérobie, on va dire. ouais, repartir sur des bonnes bases. Ouais, voilà, repartir sur un peu de nerveux, un peu de vitesse, voir un peu ce que Ouais, ça ouais, donne. important. C'est Ce que ça donne. important aussi de recommencer par un cycle de VMA, c'est top. Tu vas rebosser un peu et faire un peu grossir la cylindre et c'est Ouais, c'est ça. important même sur les longues distances, quoi. Ah oui, 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 bah clairement, de toute façon, on le voit maintenant, hein, à haut niveau, même sur l'UTMB, ils ont quand même tous des VMA qui sont conséquentes quand même, hein. Ah bah, Ils courent pas le 10 en 40, quoi. ouais, 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 c'est clair. On est même sur les 30, quoi. Oui, je pense que voilà, sur le haut du panier, on est tous entre 32 et 30 minutes au 10, je pense. Ouais, carrément. Voilà, bah écoute, je sais pas si tu as d'autres petites questions, si tu as peut-être un avis à donner sur ma saison, ce que t'en penses, comment t'aborderais les choses, voilà, n'hésite pas à me donner un peu Ouais, non, tes mais conseils. je pense que c'était intéressant de discuter et de pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur ta prépa, sur ton marathon, ça, quel que soit notre niveau, quels que soient nos objectifs. Je pense que c'est hyper intéressant à chaque fin d'objectif voilà, de se poser, d'écrire ce qu'il a été, ce qu'il n'a pas été, ce qui nous a convenu, nos axes d'amélioration. C'est hyper important de savoir prendre de la hauteur sur les choses Mhm. et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Moi, comme je te l'ai déjà dit, hein, ce marathon, pour moi, ça reste une satisfaction pour toi parce que voilà, on a déjà évoqué l'objectif en termes de chrono n'est pas totalement atteint, mais le plus important, c'est le process. Et je pense que là, c'était une étape, une marche
que tu as gravies importantes dans ton processus de progression et dans le chemin vers l'atteinte de tes objectifs. Et Mm. c'est hyper intéressant, voilà, malgré les pépins physiques, les pépins de la course, etc. Tu n'as rien lâché, tu as fait bosser le mental et tu as couru avec le cœur. Et c'est ça le plus important pour moi sur une course. Et c'est top. Et franchement, c'est top de rien avoir lâché. Après, voilà, ta saison, bah, forcément, hein, le 100 km d'Amiens qui te tient à cœur. Donc pouvoir tenter de faire ta première marque et de terminer voilà, dans un premier temps dans cette course, c'est sûr que ça va t'animer toute la saison prochaine. Mm, mm. Et ça va être même plus une expérience de vie limite Exactement, que bah, c'est marrant, c'est dans un. comme ça que je l'appelle cette course. C'est drôle que tu dises ça parce que je le disais encore hier à Morgane, je dis pour moi c'est une expérience de vie, c'est pas une course, ouais. C'est une aventure. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, Esteban qui l'a fait l'année dernière, je pense qu'il t'en parlera bien mieux que moi. Ouais, Mais ouais, c'est cool. Et je pense que tu as raison, vraiment. Voilà, ta saison, elle est cohérente. Je pense que moi, c'est très important de recommencer une saison sur de bonnes bases en bossant la vitesse et ensuite pouvoir avoir la caisse nécessaire pour atteindre les objectifs. Et voilà, je pense que cette année, tu vas passer un step et il faut pas te prendre la tête avec le 100 km d'Amiens. Vraiment, ouais, ouais, ouais. le faire pour voilà, le faire, le terminer, se jauger, voir tes qualités, voir tes axes d'amélioration pour une prochaine édition où là tu pourrais essayer de te frotter sur un temps, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, je pense que tout est dit. Et du coup, de ton côté, alors qu'est-ce qui est prévu dans les grandes lignes? Je vois que tu reprends un petit peu aussi la course à pied là. T'as le trail des allumés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, moi, pour faire bref, j'avais arrêté un petit bout de temps parce que j'étais plus forcément en adéquation avec mon why, comme les gens disent, enfin, avec la façon de. J'étais plus en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je recherchais dans la course à pied. Donc j'ai fait une petite pause qui m'a fait le plus grand bien. Là, j'ai vraiment retrouvé un peu de motive, j'ai vraiment Ouais, retrouvé le plaisir de courir. Les sensations reviennent très très vite, mais aujourd'hui, ouais, je suis vraiment dans une optique de pur plaisir et vraiment dans une optique d'aventure, de défi off ouais, et beaucoup moins de recherche de la performance. Je pense que voilà, c'est toujours important, il y en aura, mais c'est vraiment pas ça qui aujourd'hui guide l'orientation que je veux amener à mon sport. Et il y aura quelques courses, notamment bah, les allumés, parce que voilà, c'est un ouais. plaisir de revenir sur cette course là où on a limite dans le coin tous débuté. En plus, c'est une course qui est conviviale. Et une course, voilà, pour une course de village, il y a un sacré niveau, donc Mm, c'est mm, cool mm. aussi de se frotter. Et surtout que là, bah, il y a Hugo qui sera sur la course, donc ça va être un Mm. plaisir de remettre un dossard et de courir avec lui. Ça a beau être un de mes meilleurs potes dans la vie, il n'y a pas de potes sur la ligne de départ, et c'est ça qui est cool, quoi. Ça va être la guerre, et franchement, ça va être un plaisir. Et ensuite, bah, pour te répondre sur la suite de la saison, je t'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi et trop fixé d'objectifs. J'ai envie voilà, on regarde avec Hugo et Esteban en ce moment sur une course qu'on pourrait faire, une course par étape sur plusieurs jours. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, voilà, c'est aussi des choses qui nous animent. Et voilà, pour le moment, j'ai pas trop. Pour moi, l'objectif, c'était vraiment de retrouver du plaisir. Bien C'est sûr, ouais. chose faite. De retrouver des sensations, c'est chose faite. Là, je viens de me mettre deux, trois belles séances et que je vois que j'ai limite retrouvé mes sensations d'il y a 2 ans, quand j'avais acquis le niveau, on va dire mon niveau le plus important. Donc c'est cool de retrouver du plaisir, des sensations et on verra là où ça m'amènera. Ok, bah écoute, je te souhaite aussi le meilleur pour la suite et puis de toute façon on se tient au courant et puis bah on se verra à Lille de toute manière Ouais, sur carrément. le 10 kilomètres. Top. Voilà, voilà, bah n'hésitez pas à poser surtout
toutes vos questions sur tous les points qu'on a abordés. C'est super important. Voilà, les personnes qui souhaiteraient se lancer sur leur premier marathon ou au contraire s'améliorer, qui veulent vraiment pousser un peu les curseurs sur le marathon, bah, qui n'hésitent pas à me poser un maximum de questions. Ensuite, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à réserver votre appel bilan gratuit qui sera dans la description de ce podcast. L'idée, bah, c'est que je vous offre 45 minutes de mon temps où on échange ensemble et vous me présentez un petit peu votre historique de coureur, vos objectifs, et je serais très heureux de vous aider ou de vous aiguiller dans la planification de votre entraînement au quotidien. Voilà, bah, je vous souhaite un bon run, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt! Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu et que tu auras appris beaucoup sur la gestion de course d'un marathon. En effet, le marathon est vraiment une distance très particulière qui demande beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup aimé faire cette petite remise en question post-marathon. Si jamais tu as apprécié le podcast et que tu aimes ce genre de format, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Et si jamais tu écoutes ce podcast sur YouTube, abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'encouragera à continuer à te produire toujours des épisodes de plus en plus qualitatifs. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt!